Coucou toi, j'espère que tu vas bien et que tu es dans un état d'esprit dynamique parce qu'aujourd'hui on poursuit le défi des 78 cartes de tarot et on parle de la carte du chariot. Alors, déjà, quand même, bienvenue sur ma chaîne. Moi, je m'appelle Margot, je suis psychopraticienne spirituelle et tarologue. Et donc ici, je parle à la fois de tarot, de psychologie et de ce qu'on appelle le travail de l'ombre. Tout ça, un peu, c'est dans le but de te permettre de développer tes propres outils et ta direction pour devenir un peu plus toi chaque jour, sans te sentir obligé de faire avant tout plaisir aux autres. Donc ici, je sais pas si tu es au courant, je sais pas si tu es déjà abonné à ma chaîne, mais on est au cœur d'un défi que je me suis lancé de faire une vidéo pour chacune des cartes de tarot. Donc tu trouveras toutes les autres sur ma chaîne, il y a une playing list pour ça d'ailleurs, et donc aujourd'hui on parle plus précisément de la carte du chariot. Donc la signification la plus commune de cette carte, c'est tout simplement l'action. C'est une carte d'action et une carte également de victoire. C'est le numéro 7, c'est le numéro 7 également dans le tarot de Marseille. Le 7 est le plus actif des nombres impairs. Et donc le chariot représente clairement l'action, le fait d'y aller. Le nombre 7 dans la Kabbale, c'est associé à la victoire dans l'arbre de vie. Et donc on est vraiment dans le contrôle des émotions, on est dans le mouvement vers une action définie, on est dans le self-control, on est dans l'affirmation de soi et la volonté. Je voulais te montrer le chariot dans d'autres jeux où ça montre bien ce truc de volonté, d'action, d'aller de l'avant. Il y a déjà dans le Urban Tarot, qui est un de mes jeux favoris, où là c'est carrément représenté... il est en train, enfin, il voyage en ayant sauté sur le toit d'un taxi. Je trouve ça super chouette que ce soit représenté sous forme d'un taxi, les chevaux. Et dans le Wild Unknown, c'est un cheval. J'aime beaucoup cette carte. Alors, on peut voir le chariot en tant que numéro 7 comme l'union du 3 et du 4, donc comme l'union de l'impératrice et de l'empereur, c'est-à-dire l'union des deux forces gouvernante des deux forces, les principes actifs en fait du jeu de tarot. Elle peut aussi être catégoriée dans l'ensemble des arcanes majeurs avec le fou et le magicien, parce que tout ça c'est des cartes quelque part de progrès. Avec le fou, on est dans la carte du débutant, du héros, et avec le magicien, on est la carte de se fixer une direction, de se fixer un but. Et donc avec le chariot, on est cette fois dans la carte du voyage qu'on entreprend. Comme le magicien, hop, le chariot, pardon, il porte le bâton magique de la même façon. Par contre, il ne le lève pas au-dessus de lui vers le ciel. Sa volonté, elle commande son pouvoir divin. Enfin, il a pris en fait le pouvoir, il l'a incarné, il est venu le mettre dans le sol quelque part. Son autre main tient les rênes des sphinx ou des chevaux et du coup, son caractère à lui seul contrôle les forces en opposition. On verra un peu plus tard, on va parler des deux sphinx ou des deux chevaux comme étant des forces opposées. On voit aussi qu'il y a une ville à l'arrière, donc on est dans une carte qui va aussi parler du sens de la protection ou d'aller conquérir de nouveaux territoires. On est le monde du chariot, en fait, c'est vraiment un monde matériel et physique quand on parle de son pouvoir. Le chariot, il est plus large aussi, il est plus imposant que la ville à l'arrière, donc on peut y voir que la volonté est plus forte que les règles de la société, et on peut voir l'idée du chariot comme une idée de maturité individuelle. On étudiera un peu plus tard sa place dans vraiment l'ordre des arcanes majeurs, mais ça porte aussi l'idée de maturité de l'humanité. Il y a vraiment une idée de civilisation avec cette idée de personnage avec un chariot devant la ville, et de lutter pour maintenir l'ordre notamment. Ça nous rappelle aussi cette image, les processions dans la Rome antique ou dans d'autres endroits d'ailleurs, où on accueille le héros comme conquérant, où il est célébré et le chariot se promène à travers les rues et tous les citoyens acclament là le héros. Et c'est une coutume qui est toujours en cours aujourd'hui, avec les parades des présidents, les parades des armées, les parades des astronautes, les parades de stars. Ça se fait beaucoup plus souvent dans des limousines ouvertes que dans des chariots, mais l'idée est toujours là d'arriver dans la ville et de se faire célébrer par le peuple. Et voilà, cette interaction entre civilisation et la personne qui est valorisée. Petit point astrologique, cette carte, elle est associée contre toute attente à l'eau, à la lune, au cancer. Donc l'eau,
on peut la voir comme le flux de vie, le mouvement, les forces extérieures qui viennent motiver ou perturber la personne. Le signe du Cancer, alors le prince, il peut sembler dur au premier regard, mais à l'intérieur, on peut le voir comme quelqu'un qui est vulnérable, qui est sensible. Quelque part, c'est la carte d'avoir une armure par-dessus sa chair tendre, effectivement comme le Cancer. En fait, on est face à un consultant, si on se tire le tarot, qui semble contrôler la situation, mais qui a tendance peut-être soit à fuir ses problèmes, soit à affronter les problèmes de façon trop frontale, donc pas forcément de façon hyper mature. On est dans une énergie yin également, comme pour le magicien d'ailleurs, qui est à la fois yin et yang, mais il y a bien une énergie yin du magicien, même si on est face à une carte qui est vraiment masculine. On reçoit du pouvoir ou du savoir d'une source divine. Il y a vraiment une bannière étoilée qui est importante, on y reviendra là aussi un peu plus tard. Alors je suis d'accord que là, dans les cartes de Rider-Waite-Smith, c'est pas le plus évident, cette énergie du Cancer. On la remarque peut-être plus là, dans le Shadowscape Tarot, avec cette carte du Cancer qui est vraiment dans son élément eau, et il y a même un petit crabe en dessous. Ou alors dans le Line Strider Tarot, où là, on est vraiment... Alors effectivement, il y a les 2 chevaux, on retrouve tous les éléments, on trouve le petit signe du Cancer, et on voit cette personne qui a cette sensibilité intérieure, c'est vraiment mis en avant dans cette carte-là. Je m'arrête juste 1 minute pour te dire que si tu veux aller plus loin avec moi, alors soit pour découvrir le tarot et travailler avec, soit pour avoir plus d'outils de connaissance de toi-même, le plus simple, c'est d'accéder à une vidéo exclusive qui t'amène un peu plus loin dans ma perspective. Donc ça, c'est une vidéo qui te montrera comment et pourquoi arrêter de cantonner quelque part la spiritualité à une pratique déconnectée de la vie quotidienne et au contraire d'en faire un outil pour vraiment avancer en vrai dans ta vraie vie. En même temps, ça te permettra d'être abonné à ma newsletter et tu trouveras un lien pour ça sous cette vidéo. Faut aussi savoir que je communique énormément sur Instagram et tu trouveras là aussi le lien en dessous en barre d'infos. Et je me permets notamment sur Instagram en story d'être plus perso et d'être peut-être plus décontractée qu'ici. Je poursuis, on va parler vraiment plus en détail des chevaux ou des sphinx. Alors, au départ, donc dans le tarot de Marseille, c'était bien des chevaux. Plus tard, c'est devenu des sphinx avec Rider-Waite-Smith. Mais dans la plupart des jeux, des concepteurs de jeux par la suite, ils sont restés sur l'idée du cheval en fait. Les cartes que je t'ai déjà montrées, on voit, bon là c'est des licornes, mais l'idée de cheval est quand même plus présente que dans l'idée des sphinx. On a là les chevaux du Line Strider Tarot, on a le chariot ici. Et de façon générale, on verra plus facilement apparaître des chevaux que des sphinx. Mais bref, il y a 2 bêtes qui tirent ensemble un chariot, mais il y a un mouvement très marqué des 2 côtés. Il y a vraiment une énergie qui est, 2 énergies inverses et complémentaires. Ok? Donc ça vient nous parler. Tiens, je vais prendre les chevaux parce que ça me va mieux. Ça vient nous parler d'un mythe de Platon, c'est-à-dire que notre âme serait tirée par 2 chevaux. Un cheval blanc et un cheval noir. Le cheval blanc, c'est le cheval qui est noble. Le cheval noir, c'est le cheval qui est ignoble. Et en fait, ils tirent tous les 2 dans 2 directions différentes. Donc, c'est un problème pour le meneur du chariot, en fait. C'est vraiment, ça représente le dilemme de l'âme qui veut évoluer, mais qui perd sa capacité à le faire très facilement. C'est toujours un peu conflictuel en nous, parce que les chevaux ont tendance à tirer des 2 côtés à la fois. Et on peut penser, peut-être, que le but du cocher, c'est de contrôler les chevaux et de les faire avancer dans la même direction pour que notre progression dans la vie soit moins compliquée et plus douce. Avec les sphinx du Rider-Waite-Smith, on est vraiment face à cette créature légendaire qui interdit quelque part l'entrée dans la ville de Thèbes, dans le mythe d'Œdipe. On y reviendra plus tard à Œdipe. Et il nous fait répondre à une énigme. Donc en général, de façon générale, les sphinx, ça représente un gardien qui est dangereux, un passage protégé, une épreuve très difficile. Et donc là, on a un prince qui sait contrôler les sphinx. Et donc ça va symboliser le contrôle sur notre monde intellectuel et émotionnel. On retrouve dans cette idée, dans cette dualité blanc-noir là, les 2 piliers de la grande prêtresse. On est un petit peu dans cette idée de yin-yang à chaque fois. La grande prêtresse, là, les piliers, ça représente une capacité intuitive ou prémonitoire qui permet au consultant d'être le maître de son destin. Dans le chariot, les chevaux ou les sphinx, ça va représenter plus l'usage de la discipline et de l'audace pour devenir commandant de sa vie. Dans la grande prêtresse,
Euh, il s'agit plus de création et dans le chariot, plus de volonté ou de prouesse militaire. Il y a vraiment un pouvoir sur le monde rationnel sans avoir la connaissance profonde de la grande prêtresse. Le conducteur, là, n'est pas un prêtre. On peut faire aussi un parallèle, avec les deux animaux et les deux chevaux ou les deux sphinx, avec les deux visages, les deux demi-lunes qu'on voit sur les épaules en fait du prince. Alors apparemment, mais il n'y a aucune source sûre à ce sujet, ce serait Urim et Tumim. L'origine de ça reste très vague, mais en gros c'était des ornements qui étaient portés par le grand prêtre d'Israël selon la Bible hébraïque. Donc c'est un objet religieux qui permet d'obtenir la révélation, de traduire les langues, c'est vraiment un outil de compréhension. Donc à travers ça, il y a quand même une forte connexion à la carte du pape et par l'aspect lunaire, parce que c'est bien des demi-lunes, il y a également une connexion à la grande prêtresse. Notamment aussi, il y a le voile là du chariot qui rappelle celui qui est tendu derrière la grande prêtresse, c'est-à-dire que là aussi le mystère de l'inconscient est avec lui. Toujours pour rester dans cette idée de dualité que porte le chariot, ici, il y a un petit symbole sur le chariot. Ça représente en fait, apparemment là aussi, un lingam et un yoni, donc la pénétration sexuelle selon la religion hindouiste. C'est des symboles un peu hindous. On a vraiment une image de l'union du règne extérieur et masculin avec le règne intérieur féminin. Donc c'est une continuation de ce qui a été vu dans la carte des amants. Il y a vraiment une sexualité qui est plus mature et qui est sous contrôle. Il ne faut pas oublier que la carte 7, elle fait directement suite à la carte 6. On verra un tout petit peu plus tard que les chevaux, c'est pas mal connecté à l'idée de mort ou l'idée de vie. Mais en fait, la sexualité, ça va connecter avec le monde de l'énergie de vie, c'est-à-dire à la libido. Et donc, en contrôlant les chevaux ou les sphinx, le prince, il contrôle aussi ses désirs instinctifs sexuels. Donc oui, pour cette idée de cheval qui représente la mort. Le cheval est associé dans beaucoup de cultures ancestrales avec une idée de mort et surtout une idée de funérailles. Quand dans des règnes patriarcaux, on tuait auparavant les rois quand ils devaient se faire remplacer, il y a un moment où on a arrêté de sacrifier les anciens rois et on tuait un cheval à sa place. Et même aujourd'hui, quand il y a un personnage illustre qui meurt, c'est dur à prononcer, c'est des chevaux la plupart du temps qui vont tirer le cercueil, qui vont faire office d'officiant pour les funérailles. Donc cette connexion, elle fait aussi le lien avec la victoire de l'âme sur la mort elle-même. Et on arrive à l'interprétation de ce chariot comme également un sens de la quête divine. Il y a une nature spirituelle dans cette carte, comme il y a une nature spirituelle dans le signe du Cancer également. C'est-à-dire qu'on va assembler l'action et l'intuition, le corps et l'âme. Il y a une étoile à 8 branches sur le front du cocher. Et du coup, là, ça va nous rappeler plusieurs choses. La déesse babylonienne Ishtar, dans le monde chrétien, le 8, c'est le salut, c'est le renouveau spirituel, etc. Le 8, il est très chargé, en fait, symboliquement. Et ici, on est plus dans l'acquisition d'un savoir divin qui permet d'avancer vers un but. Ça indique vraiment le triomphe et la conquête. C'est une carte qui est fortement assimilée à la quête du Graal. Et ce que je voulais aussi rajouter là, c'est qu'on peut constater que le chariot, dans les deux cartes, il semble très lourd, il semble ancré dans la terre. Les roues, elles sont à peine visibles, on ne sait pas comment elles sont trop placées. Il semble inamovible et au contraire, on peut voir ça plus comme ça va accompagner le mouvement terrestre, la rotation terrestre et du coup, ça va représenter vraiment un mouvement astral au sens plus large. Donc, il y a vraiment une union du chariot avec la Terre et le mouvement des astres. Donc, si je résume, on vient de voir que le chariot, c'est une carte quelque part de victoire et d'action dans le monde bien terrestre et une certaine carte de maturité. Et c'est aussi une carte de lien avec le divin parce qu'il est quand même très connecté à un monde divin. Donc, cette carte du chariot, c'est vraiment une carte aussi de l'entre-deux. C'est l'archétype de l'esprit terrestre, l'esprit d'en bas, mais en même temps, le conducteur du chariot, il semble être le seul personnage du tarot à pouvoir bouger entre les plans énergétiques, donc entre les plans de conscience, sans effort plus remarqué que ça. Il est vraiment propulsé par une énergie divine et on sent derrière une idée de on n'est pas tout seul, nous ne sommes pas seuls. Il y a une idée de se sentir protégé dans sa quête.
Il y a une image aussi un peu de, toujours dans cette idée de Deus ex machina, c'est-à-dire que en fait, auparavant, sur les scènes médiévales, il y avait Dieu qui apparaissait tout d'un coup. Il avait été tiré par des cordes depuis un trou du plancher. Enfin, il y avait vraiment un système de machinerie théâtrale qui faisait apparaître tout d'un coup Dieu. On a cette image ici. On a un personnage qui entre en scène pour sauver ce qui doit être sauvé quand tout est en train de partir en cacahuète. Et c'est possible, à partir de cette carte, d'avoir cette conversation interne en nous, en méditation, avec un aspect de peut-être de notre père symbolique ou de Dieu, dont la protection peut être perçue. On peut se demander si un dieu ou un père protecteur doit surgir là dans notre scène, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? J'aborde une des parties qui m'intéresse le plus, qui est le placement du chariot dans la suite des arcanes majeures. Donc, je pars du principe que dans le système de Rider-Waite-Smith, le groupe des arcanes majeures est divisé en 3 grandes séquences. Là, je t'invite vraiment à voir dans les précédentes vidéos, je t'explique ça un petit peu plus de façon fouillée, notamment dans la carte du fou ou dans la carte du magicien. Je pense que c'est dans la carte du fou que j'explique ça. Le chariot, il va venir clore la première séquence de cette carte. Ok? Et le couronnement, c'est le couronnement en fait de ce processus, de ce premier processus de maturation, mais il n'est pas encore non plus en lien avec les grandes aires qu'on va voir dans les prochaines séquences de l'inconscient et de l'universel. Donc dans ce sens-là, le chariot, c'est tout simplement l'ego qui s'est développé au maximum. Les leçons des premières cartes ont été acquises. On a dépassé le stade adolescent de recherche et de définition de soi et mon Dieu, qui suis-je? On voit maintenant l'adulte mature qui a du succès dans la vie, qui est admiré par les autres, qui est sûr de lui, qui est fier de lui, qui est capable de contrôler ses émotions et qui est capable de diriger sa volonté. Et on voit, et c'est ça ce que j'aime dans cette carte, que le symbolisme du chariot, ça va venir porter toutes les cartes de la première ligne des arcanes majeures. Donc on l'a vu, il y a le bâton du magicien, il y a l'eau et le voile de la grande prêtresse, là il y a les étoiles de la couronne de l'impératrice, il y a la cité qui va venir symboliser l'empereur, il y a les épaulettes lunaires en référence au pape, il y a le lingam et le yoni des amants, et en fait toutes ces forces, ça contribue à notre personnalité extérieure, à notre ego. Et en même temps, cette carte, c'est un vrai défi parce qu'on risque de devenir rigide et donc de se couper des forces constructrices qui ont amené jusque-là et qu'il a appris à contrôler. Donc, les deux animaux, on le voit bien dans toutes les cartes de chariot, les deux animaux ne sont pas en paix l'un avec l'autre encore. L'équilibre est encore précaire, il y a encore une évolution qui doit se faire. Je fais un petit détour par la philosophie jungienne et l'idée de persona. En fait, le persona, comme le définit Jung, c'est vraiment notre personnalité extérieure, c'est notre carte d'identité, c'est la création de notre moi pour échanger justement avec le monde extérieur. Donc c'est vraiment la construction de notre apparence et c'est vraiment ici, on est vraiment dans une carte de persona. On a réussi à accomplir les stades de vie précédents. Les aspects symboliques des autres cartes de la première séquence des arcanes majeures sont intégrés à notre ego, à notre représentation, mais en fait c'est super facile de confondre justement ce persona de notre vrai nous, au point d'avoir peur de faire quoi que ce soit qui va à l'encontre de ce persona, de notre ego, de ce masque, parce qu'on croit que si on vient bousculer ce qui est vrai pour ce masque, pour ce persona, ça équivaut quelque part à mourir s'il y a une confusion entre le persona et le vrai soi. Dans la seconde ligne des arcanes majeures, on va apprendre à gérer, enfin, on va apprendre à approfondir la connaissance du soi sous ce masque du persona. Et cette seconde séquence, d'ailleurs, on s'aperçoit qu'elle porte la carte de la mort. Donc, il y aura bien cette scission à faire. Je t'avais dit que je te parlerais du mythe d'Œdipe. Je vais plutôt prendre la carte avec les sphinx, pour ça, ça correspond mieux. Alors, je te fais le résumé du mythe d'Œdipe, d'accord? Je vais pas, ça va pas dériver vers l'interprétation freudienne. Là, on reste vraiment sur le mythe d'Œdipe. Tu vas voir. Donc, Œdipe, il y a l'oracle de Delphes qui a dit à son père que quand il aurait un fils, son fils le tuerait lui-même et épouserait sa femme, donc la mère de l'enfant. Donc, la solution toute trouvée, c'était d'abandonner l'enfant. Et plus tard, Œdipe, qui a grandi, il entend qu'un malheur frappe la ville de Thèbes, c'est-à-dire qu'il y a un sphinx qui dévore tous ceux qui veulent y entrer si les personnes ne répondent pas
à son énigme. Et donc celui qui délivrera la ville du Sphinx deviendra roi de Thèbes et aura le droit d'épouser la reine. Donc Oedipe, il y va. Il croise sur son chemin un vieillard, il y a une querelle qui naît entre eux et il le tue. Et en fait, il s'est pas rendu compte, mais il a tué son père. Il va délivrer la ville du Sphinx. Donc, il répond à l'énigme qui est fort connue à présent, qui est « Quelle créature marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes à midi, à 3 pattes le soir ?» Oedipe répond et il épouse la reine de Thèbes, qui est en fait sa propre mère. Plus tard, il découvre la vérité, c'est inadmissible pour lui et il se crève lui-même les yeux. Donc, on va voir que c'est possible d'assimiler le chariot à ce mythe d'Oedipe. Déjà, tout simplement, Oedipe trouve la réponse à l'énigme du Sphinx. C'est-à-dire que c'est l'homme qui marche à 4 pattes quand il est bébé, puis sur ses 2 pieds quand il est adulte, puis à l'aide d'une canne dans la vieillesse, qui fait qu'il se retrouve à 3 pattes. Il y a une allégorie là-dessous, c'est que si on ne comprend pas notre propre humanité avec nos forces, nos faiblesses, la vie va nous détruire. Et ça, le chariot passe cette épreuve de façon victorieuse. Donc le chariot, c'est la maturité, celui qui accepte les limites de la vie, la compréhension rationnelle, et il peut définir l'existence de l'homme et contrôler l'existence de l'homme. Mais c'est possible d'aller un peu plus loin que ça. Oedipe, c'est vraiment l'image de l'homme qui a réussi. Donc, il sauve Thèbes de la menace du Sphinx, il devient roi, et il peut le faire grâce à sa compréhension de l'être humain, puisqu'il répond à une énigme qui porte sur l'être humain. Par contre, on voit qu'il ne se comprend profondément pas du tout lui-même. Il ne comprend pas la réalité de sa situation avant que les dieux le forcent vraiment à voir ce qui s'est passé. Et si l'oracle n'avait pas parlé à son père, les choses, tout simplement, n'en seraient jamais arrivées là. Il serait juste resté dans sa famille, il serait devenu prince, et voilà. Donc, Oedipe, il arrive à comprendre ce qu'est un homme dans sa forme extérieure et visible, mais il ne sait pas lui-même qui il est vraiment, ou il ne connaît pas sa relation avec les dieux qui contrôlent sa vie. Et ces problèmes, ils seront justement abordés de la 2e ligne des arcanes majeures et la 3e ligne des arcanes majeures, c'est-à-dire découvrir qui on est, découvrir notre relation au divin. Dans la 2e ligne des arcanes majeures, il va découvrir son vrai soi, et dans la 3e ligne des arcanes majeures, il va apprendre à gérer les forces archétypales qui gouvernent sa vie. Et au final, il va devenir capable d'intégrer les dualités que le chariot domine, mais que là, il n'a pas encore réussi à concilier en fin de compte. J'en ai fini avec cette explication pour la carte du chariot et je te retrouve très bientôt avec la carte de la force. J'ai hâte de te parler de la force aussi. On va aborder entre autres la différence entre le tarot de Marseille, le Rider-Waite-Me sur la place de la force et de la justice en 8 et en 11 ou en 11 et en 8 dans la suite des arcanes majeures parce que je sais que ça intrigue beaucoup d'entre vous et que ça limite, que ça fâche quelques-unes d'entre vous. Donc, j'espère en tout cas qu'aujourd'hui, j'ai un peu élargi ta perspective sur la carte du chariot. Je te mets absolument tous les liens en barre d'infos et je t'embrasse. Salut!